était le théâtre des attaques les plus sanglantes de ces dernières décennies, avec plusieurs dizaines de victimes. Devant l'impuissance caractérisée des moyens techniques et financiers mis en œuvre, et si on écoutait le point de vue et les solutions des dirigeants africains. C'est ce que nous vous proposons dans le débat africain, qui reçoit, c'est une première sur notre antenne et sur les antennes internationales, 3 chefs d'État, 3 présidents de la République en exercice. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain installé dans la grande halle de la Villette à Paris à l'occasion du Forum de Paris sur la paix 2019. Le débat africain qui a l'honneur d'accueillir aujourd'hui 3 chefs d'État pour parler de la paix et la sécurité en Afrique. Quelles solutions concrètes? D'abord, le président Idriss Déby Itno du Tchad. Bonjour, monsieur le président, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bonjour à vous aussi. Également sur ce plateau, le président Issoufou Mahamadou du Niger et président en exercice de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, monsieur le président, et merci d'être là. Bonjour. Notre troisième invité est le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Bonjour, monsieur le président, et merci d'être là. Bonjour, Alain. Vous êtes finalement le seul à pas être d'Afrique de l'Ouest, ici sur ce plateau. Mais il y a 2 Afriques centrales. Je suis d'Afrique quand même, c'est l'essentiel. Alors, rarement la violence n'a atteint un tel niveau. La semaine dernière, c'était 49 soldats maliens qui étaient tués à Indelimane au cours d'une attaque terroriste. Quelques jours après, c'est un convoi de la société minière canadienne Semafo qui, à son tour, était la cible des terroristes. Bilan, 38 morts. Bref, il ne se passe plus une seule semaine sans que l'on compte les victimes civiles et militaires dans la région du Sahel. Et les attaques sont de plus en plus sophistiquées, font plus de victimes. Alors, j'ai envie de commencer en posant la question au président Idriss Déby. Comment expliquer cette recrudescence de la violence terroriste? Merci, Alain Foucault. Vous n'ignorez pas que depuis 2014, ou précisément depuis la déflagration de l'État libyen, les conséquences directes de cette action qui a été menée par l'OTAN, les pays du Nord, nous ont donc créé comme conséquence directe, qui était d'ailleurs prévisible, puisque nous avons mis en garde avant la première frappe de la Libye en son temps. On ne nous a pas écoutés. On n'a pas écouté la voix du continent. Je pense que c'est là où il y a un déficit de la gouvernance mondiale. La Libye est un pays africain. On ne nous a pas demandé pour quel objectif. Mais aujourd'hui, les conséquences directes de cette action, c'est nos pays, c'est nos populations qui souffrent, nos populations qui meurent. Depuis 2012, précisément depuis 2014, au plus fort, on ne peut pas un seul jour où il n'y a pas des attaques, soit des djihadistes dans le pays concerné, soit le Boko Haram, qui aussi a fait son lit sur le bassin du lac Tchad. Il n'y a pas un seul jour où cette région ne perd pas des hommes, soit des militaires, soit des populations civiles. Oui, mais monsieur le président, est-ce qu'on peut mettre ça seulement sur le compte de la Libye que vous évoquez? Il y a bien d'autres causes. Est-ce seulement la Libye qui a déstabilisé toute la sous-région? Avant la déclaration de la Libye, vous avez entendu un seul jour un homme noir, un Africain, se faire exploser. Vous avez vu un jour, nous l'avons vu en en février, précisément le 21 février 2014, la première explosion d'un homme qui s'explose pour tuer les autres noirs. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas chez nous. Ça a pris naissance après la destruction de l'État libyen. L'État libyen, vous le savez, c'est un des pays les plus armés du continent. Toutes ces armes, aujourd'hui, ne se trouvent pas dans les magasins, mais toutes ces armes se trouvent au sud du Sahara, dans le Sahel, dans nos propres pays. Donc, ça a pris naissance dans une région du Sahel qu'on appelle, vous partez du Mali jusqu'au nord du Tchad, et qui est une région d'austérité où la pauvreté sévissait déjà avant. Oui, mais est-ce que ce n'est pas cette pauvreté qui était déjà le lit avant même que l'on ne déstabilise le Tchad?
Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y avait déjà un terreau fertile, M. Issoufou Mahamadou? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà un terreau fertile avant la déflagration de la Libye, comme on dit? Bien, je vous remercie. Je voudrais commencer par dire, pour répondre à votre question, qu'aujourd'hui, au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, pour paraphraser quelqu'un, il n'y a que du sang et des larmes. Partout. De la Mauritanie au Tchad, de la Libye au Burkina Faso. Nous avons des menaces liées au terrorisme, nous avons des menaces liées aux organisations criminelles. Ces menaces sont des menaces stratégiques. J'entends par stratégique, c'est des menaces qui vont remettre en cause, qui risquent de remettre en cause la survie des États actuels. Bien sûr, on peut discuter sur les causes de ces menaces. La cause la plus citée, c'est la pauvreté. Mais moi, je pense que la pauvreté, c'est un peu le carburant qui entretient l'incendie. L'incendie a dû être allumé quelque part. Il y a eu Pour vous aussi, c'est la Libye, l'incendie. Il y a eu une étincelle quelque part. Ça remonte avant la Libye. Ça remonte avant la Libye. Rappelez-vous, le terrorisme islamiste, sous sa forme moderne, est né en Afghanistan. En Afghanistan, du temps de la guerre froide. Quand les talibans ont été mis en place, quand Al-Qaïda est né, c'est né suite à la lutte contre l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique de l'époque. Et depuis, ces gens-là qui sont nés dans ces conditions-là, dans ce contexte-là, ont décidé de porter la guerre, le djihad dans le monde entier. Donc, première étincelle. Mais la deuxième étincelle, ça vient de la chute de Saddam Hussein. Parce que la chute de Saddam Hussein a eu pour conséquence la naissance de l'État islamique. C'est d'ailleurs pour la plupart des cadres de l'armée de Saddam Hussein qui ont animé et qui continuent à animer l'État islamique. Et enfin, pour revenir sur au Sahel, la chute de Kadhafi a amplifié des menaces qui existaient déjà, puisqu'on sait que le terrorisme était déjà en Algérie, il y avait déjà une présence terroriste au Nord Mali, il y avait une présence des organisations criminelles de trafic de drogue dans tout le Sahel, mais toutes ces menaces-là ont été amplifiées par la chute de Kadhafi. Et comme l'a dit le président Déby, nous indexons la gouvernance politique mondiale. Il y a des décisions qui sont prises sans nous. La décision d'intervenir en Libye, nous l'avons apprise à la radio. Or, aujourd'hui, c'est nous... Oui, mais il y a quand même quelques chefs d'État africains qui y ont participé, qui étaient d'accord pour cette intervention. C'est nous qui en subissons les conséquences. Moi, je parle au nom du Niger. Je n'ai pas été consulté. Or, je suis frontalier avec la Libye. Et aujourd'hui, je supporte les conséquences. Toutes les attaques, tous les morts que je registre chaque jour, des militaires, des civils au Niger, c'est une des conséquences de cette décision qui a été prise en Libye. Maintenant, il faut trouver des solutions. On va parler des solutions dans un instant, mais on essayait de faire un état des lieux. Et là, je me tourne vers le président Tshisekedi. Vous n'êtes pas voisin de la Libye. Pourtant, votre pays, depuis les indépendances, 5 jours seulement après les indépendances, a commencé à connaître la violence. Comment expliquer dans votre cas que jusque-là, 60 ans quasiment après, on soit toujours dans une situation sécuritaire instable? Il n'y a pas eu que de l'instabilité. Il y a eu des périodes d'instabilité, en réalité. Il y a eu la première instabilité due au conflit post-indépendance. Là, on pourrait plutôt voir la main du colonisateur qui, non content d'être parti dans ces circonstances-là, a quelque part un petit peu manipulé les choses. Ajouter à cela l'immaturité, j'allais dire, de la génération de l'époque, ça il faut l'avouer. Ils venaient d'avoir l'indépendance, de se libérer du joug colonial, et donc il n'y avait pas assez d'expérience politique. Le réflexe tribal aidant, plus un peu de manipulation, cela a donné ce que nous connaissons, que nous avons déploré. Puis ensuite, il y a quand même eu une période d'accalmie. Accalmie obtenue quand même, disons-le, par une méthode forte. Sous Mobutu. Mais malheureusement, cette gestion, disons-le, du régime Mobutu a provoqué une sorte d'instabilité post-Mobutu à cause de son immiscion dans
certaines façons de faire dans les pays voisins. Donc je pense à l'Angola, où nous avons, où le Zaïre de l'époque avait soutenu une rébellion qui a été très sanglante d'ailleurs de Jonas Savimbi. Je pense au Rwanda où les affinités entre le défunt maréchal Mobutu et le défunt président Juvenal Habyarimana ont eu des conséquences sur la période d'après le génocide. Et donc voilà, je pense qu'il y a eu comme ça aussi un peu de cette responsabilité. Donc le Congo en lui-même ne porte pas en lui donc des germes d'autodestruction ou de guerre, d'instabilité. Cette instabilité s'est invitée chez nous, un petit peu aussi à cause de nous, mais surtout par le fait évidemment de ces groupes armés. Rarement on entend dire à cause de nous, c'est généralement les autres. J'ai envie de dire, là j'ai 3 chefs d'État ici, on va parler franc, très très franc. Si on devait vous dire quelle est votre part de responsabilité dans ce qui se passe, bien sûr on va évoquer la responsabilité des autres puisque vous avez commencé à en parler. Mais si je me tourne vers le président Déby, j'ai dit votre pays connaît cette situation sécuritaire difficile depuis des années. Si vous deviez dire notre part des responsabilités, ce serait quoi? Que n'avez-vous pas fait pour qu'il y ait ces djihadistes chez vous, pour qu'il y ait cette instabilité? C'est Alain Foucault. Je pense que vous me posez une question qui va sortir en dehors des sujets auxquels nous traitons. Vous voulez que je parle de l'histoire, en fait, disons, des événements que le pays a connus? Non, ce que vous faites aujourd'hui pour bloquer les djihadistes, pour empêcher qu'il y ait cette situation de guerre permanente dans nos États. C'est ce que nous faisons. Nous avons pris beaucoup d'initiatives. D'abord, individuellement, chacun de nos pays. Et après, nous nous sommes rendus compte que pris individuellement, aucun de nos pays ne peut s'en sortir seul. C'est ce qui nous a amené à créer la force de gestion conjointe.